sur l'ensemble du globe avec nos bateaux sur chaque jour. C'est pour ça qu'on dit souvent que le soleil ne se couche jamais sur la force d'action navale, parce qu'une bonne partie de nos activités tourne H24. Je vous expliquerai la répartition et le système un peu organique, la manière dont nous gérons cette force d'action navale. Quelques mots sur moi auparavant. Donc, je suis un officier des forces de surface depuis presque 40 ans, pas loin, avec une carrière école navale, officier canonnier, donc spécialisé missiles et artillerie. J'ai servi sur des frégates anti-sous-marines, dont avec le commandant Baudu, ici présent. Ensuite, j'ai été à l'école navale américaine comme officier instructeur et aussi commandant de patrouilleur américain, ce qui est une spécificité qui permet de faire de l'instruction. Je crois qu'on est dans le temple de l'instruction. Donc, en tout cas pour la marine marchande, c'est aussi une de mes fibres. Après, j'ai été officier opération d'une frégate qui s'appelle le Jean de Vienne, qui a désarmé depuis et que j'ai commandé ensuite plus tard, et qui est à une période charnière de notre histoire contemporaine, qui est au moment du 11 septembre 2001, avec un déploiement qui s'appelle Enduring Freedom, qui était un déploiement qui a combiné de nombreuses forces aéronavales, aéromaritimes, terrestres, comme vous le souvenez, suite aux attentats du 11 septembre. C'était une mission assez importante dans la mesure où c'était le premier grand déploiement opérationnel du porte-avions Charles de Gaulle, souvenez-vous, il y a 25 ans, avec une durée à la mer et une endurance d'ores et déjà, dont on reparlera tout à l'heure, puisqu'ils étaient partis en fin novembre, et qu'ils étaient revenus en début juillet, ou fin juin, quelque chose comme ça. Ensuite, j'étais à la division entraînement, qui est un aspect doctrine dont je parlerai tout à l'heure, qui nous permet d'entraîner nos bateaux, très important. Je pense que vous avez le même souci dans la marine marchande. J'ai été à l'école de guerre, puis ensuite directeur des études des écoles d'officiers. Donc là, je suis revenu dans la formation dans le sein des seins, l'école navale, pour former toutes les écoles d'officiers dans tous les domaines, avec un staff de haute qualité. Après, j'ai été commandant adjoint opération du Charles de Gaulle, donc le porte-avions, notre porte-avions, donc en charge de toutes les opérations et de la remontée en puissance de ce bateau, avec un gros arrêt technique, notamment. Puis ensuite, j'ai commandé la frégate Vendémiaire, tout au bout là-bas, à Nouméa, territoire dont on parle beaucoup et dont j'ai la responsabilité également sur l'angle naval en ce moment. Et ensuite, je suis revenu commandant second du porte-avions pendant une période assez charnière et compliquée qui était l'opération Harmattan, donc au large de la Libye, dont vous vous souvenez, je pense, puisque c'est le dernier engagement majeur opérationnel du porte-avions Charles de Gaulle dans cette zone, avec une mission de combat contre les forces de Kadhafi. Ensuite, j'ai commandé la frégate Jean de Vienne, donc c'est un parcours assez standard, je dirais, de commandement de surface. La frégate Jean de Vienne, avec des engagements notamment en mer Rouge, dans l'océan Indien, assez musclés, notamment contre la piraterie, qui est un mal endémique de cette zone et que subissent les bateaux de la marine marchande très souvent. C'est un peu tassé en ce moment, mais il y a toujours beaucoup de vigilance dans le domaine. S'ils ne font pas ça, ils font autre chose. En ce moment, ils trafiquent d'autres choses, du trafic de bois, du trafic d'êtres humains. Donc on surveille toujours cela avec beaucoup d'intérêt. C'est la mission d'un Indien, l'amiral commandant les forces en océan Indien, l'amiral Hugléné en ce moment. Et j'ai 2 bateaux déployés en ce moment là-bas, on y reviendra. Et ensuite, je suis parti au CPCO, qui est le centre de planification et de conduite des opérations à Paris. Donc c'est le cœur stratégique, c'est l'endroit où on donne, enfin d'abord on briefe toutes les grandes autorités, dont le président, dont le chef d'état-major des armées en fonction des besoins, dans une période quand même assez compliquée, puisque 2014-2016 c'était les attentats du Bataclan, c'était l'État islamique au Levant, c'était le retrait de la République centrafricaine, c'était les attaques au Mali. Donc, vous voyez, il y a quelques crises en cours, dont les soubresauts, nous les vivons actuellement. Vous voyez bien ce qui se passe en ce moment. J'y reviendrai également. Donc là, j'étais le chef renseignement adjoint. Et ensuite, je suis parti comme chef de renseignement à l'OTAN. À une période assez compliquée, définie par notre président comme étant la mort cérébrale de l'OTAN. Mais à cette période, il y avait également les Russes qui commençaient à bouger beaucoup.
Donc il y avait beaucoup de choses en termes de renseignements et d'opérations qu'on voyait déjà chez les Russes et qu'on a vu malheureusement 3 ans plus tard. Et après l'OTAN, je suis parti comme attaché de défense en Israël, pays calme et stable. Et ensuite, je suis revenu comme adjoint organique de la Force d'action navale, qui me permet après désormais de parler devant vous. Alors, il faut que je revienne en arrière. Ça, c'est toujours l'exercice le plus compliqué. Voilà, j'ai réussi. Donc, la Force d'action navale, en étant adjoint organique de la Force d'action navale à Toulon, pour vous expliquer le fonctionnement de cette force d'action navale et notre objectif qui est de préparer les forces pour vaincre en mer. Je ne vais pas vous assommer avec beaucoup d'organigrammes, etc., mais je vais quand même commencer d'abord par un film, parce que je pense que c'est quand même ce qui est le plus important, Espérons qu'il marche. C'est un film assez illustratif de ce qu'ont vécu nos bateaux ces derniers 24-36 mois. Actuellement, moi, la Force d'action navale, j'ai entre 10 et 12 équipages qui ont connu le feu en mer, qui ont délivré des armes, qui ont reçu des coups qu'ils ont évités, qui ont été dans une ambiance de combat, dans des situations de combat. C'est des situations que des générations entières de marins n'ont pas connues depuis l'après-guerre, depuis la guerre d'Indochine. Donc les marins que j'ai dans la Force d'action navale, certains marins, sont dans cette situation où ils ont vécu des situations que certains d'entre nous n'ont pas connues, avec pas ce niveau d'intensité, dont moi, par exemple, qui est plus chassé du pirate ou du barbu. J'ai rien contre les barbus, armés de Kalachnikov ou des trafiquants de drogue, des vrais gros méchants un peu partout. Mais là, on a affaire quand même à un niveau de sophistication, un niveau d'élaboration de stratégies par certaines forces qui peuvent être para-étatiques ou étatiques et qui agissent contre nous. Donc ça, c'est notre ambiance globale, quotidienne. Donc là, vous êtes sur la frégate Alsace. C'est une frégate qui a été, engagée et qui est toujours engagée dans des zones comme la mer Rouge. Là, on est en mer Rouge, on est du côté de Bab el-Mandeb, donc vous voyez où ça se situe, la charnière entre le Yémen et Djibouti. Et la frégate Alsace menait des actions de patrouille et d'accompagnement de convois de bâtiments de commerce, dont certains bâtiments de commerce de la compagnie qui est abritée à Marseille, CMA-CGM. Donc là, vous avez in situ ce film qui a été réalisé, c'est pas du fake, c'est vraiment le moment, on est en plein dans un engagement au moment d'une patrouille avec un équipage. À bord, c'est une frégate multimission de défense aérienne, c'est une frégate qui emporte 130 marins, moyenne d'âge 25 ans, donc des tout jeunes, ça va de 18 ans jusqu'au commandant qui est le plus ancien, souvent avec quelques officiers mariniers, et une grande jeunesse et déjà beaucoup d'expérience. Il y a une menace sur un VHF 16. Ça sort, les plots. On tire. Engage. Engagez. Vous voyez la première station. Le missile a été intercepté par un de nos Aster. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est le haut de gamme du haut de gamme de ce qu'on peut faire à partir d'une frégate française qui intercepte elle-même un missile de caractéristiques balistiques. Donc c'est aussi en face, la menace est haut de gamme. Il est sûr que les outils qui sont passés du lance-pierre au missile balistique ont reçu de l'aide en quelques années. Vous voyez, d'accord. On est bien clair. L'outil avant, c'était quand même le guerrier des montagnes avec une Kalachnikov, rude,
redoutable. Là maintenant, il met en œuvre des missiles balistiques. Donc il y a de l'aide qui vient de pas très loin. Autre type de mission, bien connu, mais qui nous gangrène, c'est les interceptions drogue. Le premier test réalisé. On va faire un deuxième test. La drogue, c'est un fonds de commerce, excusez-moi du terme, permanent de nos sorties à la mer, mais désormais. Tous nos bateaux sont entraînés à faire ce type d'opération. Ce n'est pas des bateaux spécifiques. Là, vous avez vu ce qu'on appelle un porte-hélicoptère amphibie. Ce n'est pas forcément son travail principal, si vous voulez. C'est plutôt de faire de l'amphibie, de porter des hélicoptères et d'amener des troupes à terre. Cependant, il en fait, il y a à peine quelques heures, un de mes porte-hélicoptères amphibies a intercepté un volume très conséquent de drogue quelque part au large de l'Afrique. C'est malheureusement, et vous le savez bien, parce qu'il suffit de lire les médias et avoir conscience, c'est ce que nos policiers appellent la vague blanche. Ça nous submerge, c'est une gangrène de notre société. Et en mer, c'est un quotidien. C'est vraiment une évolution que j'ai vue sur 2-3 décennies où on avait plutôt des opérations ciblées et quelquefois vraiment sporadiques, hormis dans les Antilles où ça a toujours été quand même un spot assez important. Désormais, dans de nombreux endroits, Méditerranée, zone Açores, l'Afrique, dans toutes ces zones-là, ça devient vraiment quasiment des autoroutes de la drogue et de facto, des interventions régulières sur renseignement très ciblées, interalliées. On ne fait pas ça tout seul, hein. Les marins, voilà, on est en mer, il faut recevoir du renseignement, c'est de la collaboration avec la police, la collaboration avec les douaniers, la collaboration aux Antilles avec les Américains, avec les pays limitrophes, avec beaucoup de nations, de manière à lutter contre ce fléau. J'ai mis ça pour faire plaisir à M. Baudu. Donc le porte-avions, je vous en reparlerai, vous aurez peut-être des questions parce qu'on a fait un petit temps pour les questions, je crois que c'est ça. Mais oui. Là vous êtes en plein dans la projection de puissance, la gestion de la force en mer, la gestion de la force nucléaire en mer, puisque la composante nucléaire est à bord de ce porte-avions, et donc ou est susceptible d'y être. Et à partir de là, vous êtes dans une situation où on a, moi sous ma responsabilité, j'ai le porte-avions à entraîner avec ses 1300 hommes d'équipage et les pilotes associés, donc les 600 et quelques avec son état-major, ce qui monte à 1900 personnes, avec ses caractéristiques qui sont le fait qu'il est seul, vous savez bien. Donc à partir de là, c'est une gestion d'un prototype. Il est actuellement au large de vos côtes, vous ne le voyez pas, mais il est exactement au large de Marseille, en train de s'entraîner pour une remontée en puissance progressive avant déploiement éventuel. Et là, vous avez le bel Astrolabe qui est en train de se préchauffer avant de faire ses rotations d'hiver vers l'Antarctique. Allez, go!
Finit par cette séquence qui vous montre la dureté en mer, la dureté de ce qui se passe notamment au large de Cherbourg et qui est le quotidien de nos équipages à Cherbourg actuellement, qui peut arriver également en Méditerranée, dans certaines zones de Méditerranée, et qui est une mission d'une complexité rare avec des enjeux de sauvegarde de la vie humaine et une mission que l'on conduit en lien évidemment avec les forces de police, les forces de gendarmerie, la santé et les médicaments générales. Je t'ai vu. Donc voilà, ce film, ça me permet de résumer, de vous mettre dans l'ambiance, parce que c'est pour ça, je prépare un film plutôt comme ça, après vous avez un organigramme. Mais bon, c'est à peu près le seul organigramme que vous aurez c'est même le seul. Pour vous expliquer où se situe Alphand, c'est une chaîne assez simple. Finalement, on est un pays où la mise en œuvre de nos forces armées, la préparation est assez simple à expliquer dans la mesure où vous avez à la fois une partie de préparation et une partie d'emploi. Les opérations militaires sont dirigées par le chef d'état-major des armées, sont préparées avec son centre de planification dont je vous ai parlé, et ensuite il en rend compte au président et ils décident ils décident tous ensemble de manière souvent collégiale avec la décision présidentielle lors de conseils restreints de défense. Les différents organismes que je ne vous décrirai pas concourent à cette aide à la décision. La force d'action navale, elle s'inscrit dans la partie gauche de cet organigramme, dans la mesure où, sous la direction, sous le commandement du chef d'état-major de la marine, l'amiral Beaujour, nous avons à la fois un petit état-major à Paris, un état-major opération qui fait interface avec l'emploi des forces, et ensuite une direction du personnel qui gère ce que l'on a de plus précieux, notre ressource humaine. Et ensuite, préparation des forces, eh bien, on a 4 piliers plus le gendarmerie maritime, Alphand, force d'action navale, FOST, la force océanique stratégique, Alavia, l'aviation navale, Alfusco, les forces fusiliers commando, avec une fongibilité et une perméabilité entre les différentes forces qui est importante. Le petit film que je viens juste de vous montrer, vous avez vu à bord, il y a des pilotes, il y a des hélicoptéristes, il y a des commandos, il y a des sous-mariniers également à bord des bateaux de surface. C'est clair que le métier très exclusif de sous-marinier conduit à ce qu'ils aient des formations très spécifiques, tout comme l'aéronautique navale, mais le creuset de toutes ces forces se situe à la force d'action navale dans la mesure où, avant de faire ou pendant leur formation, ou pendant leur cycle dans les forces spécifiques, ils reviennent ou ils vont à la force d'action navale, ils sont chefs du quart, ils sont chefs de service, ils font des passages sur les frégates, et c'est vraiment des allers-retours que nos personnels font entre ces différentes forces, suivant les différents curriculums de leur formation. Sur un porte-avions, j'ai des sous-mariniers. Pourquoi ? Parce qu'à bord il y a une connaissance à avoir de ce qui se passe, et ces sous-mariniers vont travailler au profit de l'état-major embarqué. Et Alavia, évidemment, est également un réservoir de force et de compétences, à la mesure où sur nos frégates et sur notre porte-avions, on a des aéronautes. Et les fusiliers marins commandos apportent leur expertise dans différents domaines, à différents stades de leur carrière. La gendarmerie maritime est dans cet organigramme, dans la mesure où elle travaille de très près avec nous en permanence, à la fois dans nos outre-mer, mais également sur les approches au profit de nos commandants en chef
le commandant en chef pour la Méditerranée, l'amiral Lucas. Alors, je ne sais pas s'il est déjà venu faire une conférence ou son adjoint. C'est eux qui emploient ensuite nos bateaux au profit d'opérations militaires. Je vous en ai montré quelques-unes, ou au profit de l'action d'État en mer. Par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec les images dramatiques de ce qui se passe en ce moment au large de Cherbourg. Et qui mobilise à peu près 6-7 bateaux de nos forces, plus les Anglais, plus plein d'autres forces. Le rôle de la force d'action navale, c'est vraiment de créer une ossature la plus solide possible, la plus robuste possible, la plus, on va dire, la plus élaborée possible, afin d'employer nos bateaux au mieux de leur performance. Alors, vous avez vu au début du film l'emploi de la frégate multimission Alsace. Donc, c'est une frégate de défense aérienne qui vient juste d'être admise au service actif, il y a quelques années. La dernière, c'est un des derniers bateaux qui est rentré dans la flotte. Ce bateau, il y a très peu de temps, c'était un chantier qui a été fait entre l'Orient et puis avec les différents industriels. On l'a monté en puissance, on a appliqué de la doctrine, de l'organisation, de l'entraînement, on y a mis des ressources humaines, beaucoup de soutien, des équipements, et on arrive à ce niveau d'emploi qui nous situe, et là il faut quand même en être fier, dans le club peut-être des 2-3 nations dans le monde capables d'intercepter avec des missiles balistiques. Donc cette structure-là, je pourrais appuyer sur chacun des boutons et vous faire 2 heures de conférence, mais ce qu'on appelle le DORES, bien connu de nos officiers d'état-major, c'est vraiment la manière dont on apprivoise et on gère une force au quotidien, une force dont je vais vous parler maintenant, qui représente 10 500 marins, 10 000 à peu près, 10 500 marins, ça fluctue en fonction de quelques petits impondérables, 96 bâtiments, 114 équipages. Alors pourquoi il y a une différence entre bâtiment et équipage? Parce qu'on a maintenant des bateaux en double équipage. On en avait déjà depuis longtemps, mais c'est une tendance qu'on a vraiment approfondie et creusée, parce que souvenez-vous des dernières lois de programmation, il nous manquait des frégates. Donc on a utilisé la même coque, on a amélioré le soutien de ces coques, donc les frégates multimissions, on a créé des doubles équipages. Ce qui nous permet de maintenir un taux d'activité important, mais reste raisonnable pour nos marins. Un marin de la force d'action navale en moyenne, c'est de la moyenne, prenez-le avec des pincettes, c'est environ la moitié de l'année en dehors de sa maison, en dehors de chez lui, un peu plus, certains beaucoup plus suivant les cas, mais bon, la moyenne c'est à peu près la moitié de l'année. Il fait en moyenne 120 jours de mer et à peu près 50-60 jours d'escale, en fonction des cas et en fonction des zones où il se déploie. Et il fait également du service à bord de son bateau. Donc l'emploi, c'est un marin qui ensuite, quand il rentre à quai, il ne rentre pas chez lui, il est chez lui le soir, il travaille sur son bateau et il est affecté à son bateau. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive et qui pose la casquette et qui va directement cultiver son jardin à la maison. Ils ont 40 jours de permission, 40-45 jours. J'ai une vraie difficulté actuellement à remplir, à leur donner des permissions complètement, suivant les cas, parce que l'activité de la force d'action navale actuellement est très importante. Si je vous décris les différents agrégats et la manière dont on est géré, les différentes flottes, donc la flotte de Toulon que je gère, ça représente à peu près 5000 marins. Toulon, et qui comprend les outre-mer de la Polynésie française, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, et également nos bases d'Abu Dhabi et de Djibouti. C'est sous ma responsabilité, en délégation de l'amiral Cluzel, et mon collègue de Brest, l'amiral Bordier, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique, la Guyane et Brest, avec et Cherbourg, pardon. Qui ont donc des physionomies de flotte bien différentes, qui sont historiquement explicables, mais qui font qu'il y a beaucoup plus de petits bateaux et de moyens bateaux à Brest, dans cette zone atlantique, tandis qu'à Toulon,
Nous vous retrouvons forcément articulés autour du porte-avions Charles de Gaulle, l'ensemble du panel de frégates, les 2 frégates de défense aérienne, Chevalier Paul et Forbin, les frégates multimissions dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je ne retrouve plus sur mon superbe, voilà, Languedoc et Provence, Alsace et Lorraine en frégates de défense aérienne, les porte-hélicoptères amphibies Dixmude, Mistral, Tonnerre, et ensuite des bateaux qui sont en ce moment en train d'évoluer parce qu'ils deviennent assez anciens. Donc là, j'ai 2 bateaux en désarmement, le Biro et puis le Ducoing. Et vous avez le Jacoubet qui, lui, maintenant, il n'est plus à Toulon, il est passé à Brest. Donc il n'y a plus qu'un PHM. Je vous parlerai de l'évolution de la flotte plus tard. Et ensuite, en Nouvelle-Calédonie, et puis dans les Outre-mer, vous retrouvez souvent les bâtiments de soutien et d'assistance Outre-mer, et puis des frégates de surveillance qui commencent à avoir 30 ans. On a désarmé le dernier P400, je voulais garder sur la planche pour la nostalgie, parce que désormais arrivent les patrouilleurs Outre-mer. J'en ai désormais 3 dans la flotte, qui sont basés à La Réunion, en Polynésie et à Nouméa. Du côté de Brest, vous avez vous retrouvez les frégates multimissions, mais vous retrouvez plus de chasseurs de mines. Historiquement, la chasse aux mines est tout de même un pôle d'excellence de la Marine nationale. Souvenez-vous de l'engagement en Irak, au large de l'Irak, dans les années 90. Vous retrouvez des flottes écoles, vous retrouvez des bâtiments hydrographiques océaniques, vous retrouvez également des frégates de surveillance outre-mer qui luttent beaucoup contre le narcotrafic. Actuellement, la frégate de surveillance que vous avez en Martinique est d'ailleurs en Afrique, donc au large de la Guinée, donc fait la transatlantique. Et vous avez ensuite des bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer qui ont souvent des activités dans le domaine du soutien aux nations sinistrées, par exemple par les cyclones. C'est ce qu'on retrouve également du côté de la Réunion, où vous savez qu'on a été touché par des cyclones assez importants. L'activité à Brest est fortement rythmée par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, évidemment. L'activité à Toulon est fortement rythmée par l'activité du porte-avions et de son groupe aérien, et puis également de nos sous-marins nucléaires d'attaque qui sont entraînés, puis ensuite sont déployés dans les différentes zones. Ces différentes zones, les voici, vous les connaissez, mais je vous les rappelle en termes de mission, parce qu'il y a très peu de temps, elles ont été encore rappelées dans les différents livres sur la défense nationale et les différentes publications. La mission cœur autour de la France, c'est bien, et la mission Primus Inter Pares, c'est la mission du soutien à la force océanique stratégique, parce que notre mission à la force d'action navale, c'est d'aider la force océanique stratégique à diluer un sous-marin nucléaire lanceur d'engins pendant 70 jours sous l'eau et que personne ne le détecte. Et ça, c'est la mission la plus complexe qui puisse être imaginée. Dans la mesure où, en plus, où vous observez tous, il suffit de lire les médias, que le russe est de plus en plus actif. Chaque jour, en ce moment, nous fournit un bon exemple de son activisme et de sa tentation de tester l'OTAN, d'où l'importance de la réassurance OTAN-Baltique, qui est vraiment une mission qui a pris beaucoup d'énergie ces dernières années, qui nous conduit également à déployer maintenant des bateaux toulonnais sur cette zone en Baltique. Donc on s'entraîne au grand froid. Parce que les Toulonnais, pour les amener, on n'avait pas beaucoup de structures grand froid. Ils étaient plutôt habitués en mer Rouge. Là, on réapprend à travailler grand froid. Et je peux vous dire que travailler dans le grand froid, certains d'entre vous, je pense, le connaissent mieux que moi, c'est très, très compliqué. Ça nécessite du matériel et ça met à l'épreuve, je pense ceux qui sont spécialistes de l'Arctique ou de l'Antarctique, ça met beaucoup à l'épreuve les hommes et le matériel. Vous le concevez bien. Plus facile de travailler quand il fait 24-25 degrés. Bon, dans les zones où il fait 50 degrés de temps en temps, c'est aussi compliqué de travailler, vous le concevez bien, hein, mais c'est différent. Ensuite, évidemment, a surgi un des drames de ces 3 dernières années, la guerre en Ukraine,
Clairement, février 2022 a été un tournant majeur dans la manière dont la sécurité européenne a pu être envisagée. Alors vous aurez un stratège de Paris qui va venir à un moment, donc il fera de la stratégie. Moi, en termes concrets, on est quand même dans une situation très très complexe à gérer. Et en l'état actuel des choses pour la force d'action navale, nous, ça se traduit par un haut niveau de vigilance sur la compréhension de ce qui peut se passer dans cette zone. Je ne vais pas vous faire un topo sur la mer Noire, certains d'entre vous la connaissent 10 fois mieux que moi, j'imagine, et sur le détroit des Dardanelles, et puis sur la situation entre la Turquie et la Grèce. Mais vous comprenez bien qu'on est quand même dans une zone hautement inflammable, et pour l'instant pas si simple que ça en termes d'accession. Donc il y a des missions aériennes dans cette zone, il y a tout ça sous l'égide du CPCO, il y a des formations au profit de l'Ukraine, elles sont divulguées dans le public, donc je peux en parler, mais on est dans une situation complexe sur ce théâtre. Et ensuite, vous avez tous les conflits qui sont en cours au Proche et au Moyen-Orient. Alors là, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un topo sur la saturation médiatique qu'on a en ce moment sur le sujet, mais derrière cela, il y a de nombreux foyers un peu partout qui sont allumés depuis quelquefois des décennies et qui sont actuellement incandescents. Donc nous, Force d'action navale, notre devoir, c'est vraiment d'être hautement vigilants avec nos équipages et que nos équipages aient la compréhension de ce qui se passe dans cette zone, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils puissent être déployés. Et c'est vraiment quelque chose qui était moins vrai il y a quelques années, c'était différent comme timing. Là, actuellement, je suis incapable de vous dire si dans 10 jours, on ne va pas changer complètement de paradigme dans cette zone. Je suis vraiment totalement incapable. Au-delà de ça, vous avez des missions très importantes de souveraineté, de prévention, de connaissance, d'anticipation, ici. Il ne vous a pas échappé le grand déploiement du porte-avions qui est allé jusqu'au Japon, avec un déploiement très important, Clémenceau. Ce déploiement c'était le premier déploiement aussi loin, aussi longtemps pour le porte-avions et son groupe. Et ça a marqué entre autres un signalement stratégique vis-à-vis du Chinois, des Russes également. Et ça nous a permis de tester la solidité de nos partenariats et surtout de travailler également avec les Américains, parce qu'un des objectifs majeurs, c'est toujours de faire de la connectivité et du travail en commun. En anglais, ils disent ça plug and fight. Désolé, mais c'est à l'agronomie, vous comprenez bien, c'est un peu comme la clé USB. On doit être capable très vite de travailler avec eux, si évidemment les pouvoirs politiques le décident. Je vous rappelle que c'est bien la chaîne que je vous ai montrée au début. Mais nous, techniquement, on se doit d'être capable d'être compatible. Ça nécessite des mois, et c'est assez aride, mais il faut le faire. La mission Golfe de Guinée-Coram, vous l'avez vu avec tout ce qui est drogue, trafic, c'est des activités illicites. C'est vraiment cette autoroute de la drogue et de tous les trafics qui ensuite remontent comme ça et puis vient inonder nos pays. Et les terres australes françaises qui sont en soi une mission très importante que l'on conduit avec beaucoup d'organismes scientifiques, avec la préfète d'Étaf qui est basée à La Réunion, et puis différents organismes dont l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor à Brest. Donc quelques images glanées au fur et à mesure. Vous avez vu le film, mais j'avais prévu le cas parce que quelquefois le film ne passe pas, mais l'audio était parfait, donc c'est top ça. Merci. Vous le voyez, la mer est toujours un espace compliqué à gérer, donc nos bateaux naviguent dans des mauvaises mers, très souvent, vous le savez. Actuellement, il y a Mercis en Atlantique. J'ai un bateau qui est remorqué qui remorque la coque de l'ex-La Touche-Tréville. Je le surveille comme du lait sur le feu. C'est un vrai sujet, parce que vous le savez qu'on a un historique quelquefois de remorquage un peu compliqué à gérer. Et donc j'ai la Loire qui remorque l'ex-La Touche-Tréville. On a aussi à Alphand un centre de support météo qui s'appelle le centre qui est à Toulouse, qui s'appelle le C6MF et qui nous donne un soutien météo très important. On a des missions comme celle-là, la drogue, je vous en ai beaucoup parlé, mais aussi on fait du contrôle des pêches, le porte-avions, des missions en terre australe. Je vous ai sorti quelques images de nos activités de ces derniers mois.
le président à Nouméa, qui était sur l'Auguste Bénéligue, au Vanuatu, alors même que vous avez suivi la crise à Nouméa, qui est une crise qui continue de courir. C'est très important de continuer à travailler à la fois autour de Nouméa pour nos forces, où on a fait ce type de manœuvre pour désengager certaines de nos forces qui étaient assiégées par des tribus, et puis également de faire de la coopération au Vanuatu. Je vous ai parlé des tirs missiles, si vous avez des questions je pourrais vous en parler, et je vais vous parler un tout petit peu plus de ces deux aspects-là, qui sont des aspects très récents de l'évolution de la force d'action navale. Ce sont les aspects liés à la maîtrise des fonds marins. Désormais, il y a un adjoint qui a été nommé, enfin c'est depuis 3 ans, c'est l'amiral Pantier, un contre-amiral nageur de combat, qui a pris cette fonction après l'amiral Lavaux. Et cette fonction va nous permettre de mieux cerner nos besoins et déjà de les mettre en application dans le domaine de la lutte contre les mines, premièrement, mais aussi dans le domaine de la dronisation sous l'eau. Vous savez que c'est un domaine en explosion, à la fois et c'est un domaine où nous sommes contestés par des acteurs, quelquefois sub-étatiques. Vous pouvez acheter des mini-sous-marins à partir du moment où vous avez un bon chéquier. Vous pouvez avoir des moyens assez importants qui sont mis en œuvre et les drones sont de plus en plus employés dans le domaine. Donc c'est vraiment la maîtrise des fonds marins est désormais un objectif majeur de la force d'action navale. Avec une montée en puissance conséquente, des travaux avec la COMEX, qui doit être voisine de pas loin d'ici, je pense. Je crois bien que c'est pas très loin d'ici. Des travaux avec beaucoup de sociétés et de PME pour créer une forme de souveraineté et un tissu économique qui est de PME et de TI qui sont capables de produire des éléments, des structures ou alors des logiciels ou des briques d'IA, parce que l'intelligence artificielle fait également énormément irruption dans ce domaine, tout comme dans le domaine du drone aérien, où nous avons des avancées assez spectaculaires ces dernières années, avec une vraie réalité, on ne va pas se cacher, on avait pris beaucoup de retard. Donc la réalité, c'est qu'il faut maintenant remonter une pente, et clairement le conflit en Ukraine, que vous suivez également via des médias, tout comme moi, nous montre à quel point les conflits modernes se sont dronisés, et le drone vient en interface, en interaction. Ce sera intéressant de voir ce que pense le stratège quand il viendra de Paris, mais nous, on le voit au quotidien, et on est en train de mettre en place des plans d'action, et on a déjà des drones qui volent, qui participent à de nombreuses opérations. Là, il y a le sujet des munitions téléopérées également, qui est un sujet dont je ne pourrais pas forcément tellement parler au niveau de protection de cette conférence, mais qui nous occupe également, dans la mesure où on doit être capable d'infliger à nos ennemis, le moment venu, des dommages irréparables ou difficilement réparables. Et il n'est pas forcément, c'est complémentaire de la mise en œuvre de certains missiles qui valent quelques centaines de milliers, voire millions d'euros, et qu'il faut clairement utiliser dans certains spectres de menaces, vous le comprenez bien, et avoir d'autres munitions pour traiter d'autres menaces. Quand les Houthis mettent en œuvre un bateau qui vaut 2000 € ou 2500 € et nous menace, c'est quand même plus pertinent d'avoir de la munition, je dirais, à bas coût mais haute efficacité, et qu'il faut développer, et qui est en plus beaucoup plus simple à gérer par les bords. C'est un vrai défi, c'est un changement de mentalité, mais on s'adapte à l'ennemi, sinon on va perdre. Et la défaite n'est pas une option dans cette affaire. C'est le retour du combat naval. Alors je vous ai pris une des photos là, qui est assez simple. Enfin, je l'ai pris spécialement parce que peut-être qu'il y a des anciens de la marine marchande dans l'auditoire, pourquoi je suis ici. Mais vous voyez à quel point on est dans une logique d'escorte, quelquefois avec 2 bateaux de guerre et toujours avec de la couverture satellite, avec des radars. On est dans des logiques actuellement extrêmement compliquées du côté de Bab el-Mandeb, et ça continue. Il faut poser une menace qui est très difficilement gérable, mais que l'on arrive à appréhender parce que c'est pareil, le déni d'accès qu'ils sont en train de développer dans cette zone, c'est insupportable. Donc à partir de là, il y a une opération, comme vous le savez,
multinationales dans le domaine. Il y a des bateaux italiens. Actuellement, par exemple, je n'ai pas de bateau français, mais il y a un bateau italien, il y a des bateaux de différentes autres nationalités. Et les armateurs, on travaille avec eux, dont CMA CGM, pour justement piloter notre capacité dans cette zone. Alors, ce que je vous dis là, si ça se trouve, ça ne sera pas valable dans 5 jours, en fonction de l'évolution de la zone Suez, en fonction de pas mal de paramètres. Vous le comprenez bien. Mais c'est une zone sous haute surveillance, logiquement, tout comme l'Asie surveille de très près les différents détroits, dont Malacca. Pourquoi? Parce que le commerce mondial, des 80-90% du commerce mondial, suivant ce que vous considérez, passe par là. Et la mise en œuvre, là vous avez du drone ukrainien, mais donc la mise en œuvre de nos, j'aurais pu vous mettre un drone, une photo d'un drone qui ressemble à un boutre. Vous voyez, un boutre, c'est un bateau de pêche, hein, c'est un peu comme une pinasse un peu allongée, ça dépend de la taille du boutre. Mais tout ça télécommandé avec un mannequin, le mannequin étant lui-même réchauffé, donc pour l'infrarouge, vous comprenez, ils savent faire l'outil, hein, et ils peuvent s'approcher très proche, et ça peut vraiment vous mettre au tapis un bateau, pas forcément pour le détruire, mais au moins l'endommager, et on peut également malheureusement, très malheureusement, perdre des équipages. En direct, ça c'est des images de la télé, hein, mais on l'a vu, les attaques de ce type de drone sur des bateaux russes ont fait des dégâts, tout comme ce type de drones qui font un carroyage du côté de Bab-el-Mandeb. Je pense que vous avez également regardé avec intérêt, certains d'entre vous, le défilé militaire chinois. Ça, c'est pas forcément en Chine, c'est un autre défilé militaire, mais les défilés militaires de nos compétiteurs sont de plus en plus étoffés. Alors, est-ce qu'il y a peut-être du bluff? Mais pas forcément. En tout cas, il y a une montée en gamme. Et cette montée en gamme nous conduit à travailler, nous, sur les gammes que l'on connaît. Votre temps en congé 3-4 minutes 5 minutes, oui. 5 minutes Super. Et donc, sur les gammes que l'on connaît, c'est le groupe aéronaval, la POHI, qui est un acronyme barbare pour préparation opérationnelle à la haute intensité, et le travail en coalition. Le groupe aéronaval, c'est notre force, parce que les groupes aéronavals, c'est ce que vous avez de plus puissant en mer actuellement. Et un groupe aéronaval qui sait agir, actuellement, vous n'avez que 2 nations dans le monde qui sont capables de le faire. Les États-Unis et la France. Voilà. Les autres, ils sont des apprentis. Des apprentis qui apprennent vite, notamment la Chine, qui construit des porte-avions, qui construit une marine nationale tous les 3-4 ans, à peu près. Après, c'est à discuter la manière dont elle tourne. Ça, c'est un autre sujet. Mais on voit des porte-avions chinois indigènes qui commencent à sortir, une mise en œuvre un petit peu asthmatique de leur aéronautique, mais bon, ils progressent très vite. Le russe, c'est laborieux, mais ils ont encore quelques moyens, mais ils ont d'autres moyens beaucoup plus redoutables qu'ils peuvent utiliser, notamment leurs frégates, certaines frégates, et puis aussi, bien sûr, le cyber et la guerre dans le domaine de l'influence. Et nous, notre force également, c'est le travail en coalition. Ça fait 50-60 ans. Donc, vous voyez, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais moi, je vois plutôt le verre à moitié plein. Parce que ces forces-là, nos grands anciens, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont privilégié le travail en coalition. On a fait des coalitions. Elles peuvent être critiquables, mais en tout cas, quand on est plus fort. C'est un peu comme le rugby. Je veux dire, le pack, à un moment, il impressionne. Et quand vous commencez à amener un pack où vous avez de l'américain, du français, de l'anglais, de l'italien, quand il est là, quelques nations agrégées, je tease un peu, je ne sais pas si les Italiens, on travaille très bien avec les Italiens. Mais bon, quelquefois ils ne nous préviennent pas, mais ça c'est toujours un peu spécifique. Enfin, on apprend des coalitions, mais une coalition c'est fort, et ça fait peur. Et vous ne trompez pas sur l'OTAN, j'en ai fait 3 ans et j'étais chef de division, l'OTAN fait peur aux Russes. Individuellement, on ne lui fait pas peur. En coalition, on lui fait peur. Quand on est ensemble, quand on est soudés, on lui fait peur. Vraiment. Et donc la coalition, qui a ses forces et ses faiblesses encore, et bien quand elle marche bien, elle met une force à la mer d'une puissance inimaginable, dont la mise en œuvre de la force nucléaire au besoin. Alors, il est évident que je ne vais pas vous parler de la FANU dans cette conférence, mais gardez tous à l'esprit que la force nucléaire embarquée est à bord du porte-avions nucléaire si le président le décide, et qu'on a cette capacité
de porter le feu nucléaire dans de nombreux endroits à partir du moment où le porte-avions se déploie. Donc ça, c'est vraiment une capacité ultra haut de gamme qui est à la disposition du président et que nous, on sait mettre en œuvre. Et cette mise en œuvre fait vraiment l'objet d'équipes spécifiques. Et là, on est en train de parler de la pointe de diamant des pilotes, de tous leurs adjoints, c'est le ultra haut de gamme. C'est logique. Donc, la préparation à la haute intensité, ça c'est mon boulot principalement avec mes équipes, c'est que, basé sur ce que vous avez vu, l'ambiance dans laquelle on est, sans dramatiser, on pousse les feux dans tous les domaines, on les entraîne mieux à la sécurité, mieux au combat, on teste nos organisations, on teste la subsidiarité, on apprend aux très jeunes à très vite prendre des responsabilités parce que peut-être que le chef va tomber ou va avoir quelque chose, on délègue, on s'adapte parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer quand on rentre dans ces zones de menace. Et à partir de là, c'est vraiment cette logique qui irrigue notre entraînement et qui est basée sur l'initiative, la subsidiarité et aussi la débrouillardise. Une des spécificités de notre marine, c'est que nos marins sont aussi des techniciens et ils sont capables, dans de nombreux cas, de réparer leurs bateaux. Ils sont assez autonomes. Actuellement, j'ai une frégate à Abu Dhabi. On a envoyé des techniciens. J'ai des techniciens de Thales, j'ai des techniciens d'autres entités, dont des Italiens. Et on va réparer le matériel. Mes marins, ils auront une petite escale, ils vont beaucoup réparer le bateau. Et le bateau, il repartira dans le détroit d'Ormuz faire son boulot. Et ça, si vous voulez, on ne laisse pas le bateau à quai. On bosse jusqu'à ce que le bateau revienne et puis en avant. Voilà. Et les marins apprennent, etc. C'est bien le sujet dont je vous parlais avec de l'innovation et la réflexion tactique. On incorpore actuellement énormément d'IA sur nos bateaux à différents niveaux d'intelligence artificielle avec des briques. On a un centre support de la donnée et puis différents tests qui nous permettent vraiment d'améliorer et de gérer toutes les données que l'on a à foison sur nos bateaux, sachant qu'on est totalement conscient, si vous voulez, que agir en coalition, notre supériorité viendra le moment venu de notre capacité à échanger la bonne information au bon moment avec un porte-avions américain, avec des frégates d'autres pays. Et puis si on est tout seul, parce que l'objectif c'est de rester souverain et de faire des actions souveraines, on peut travailler sans GPS, on sait travailler à l'ancienne, on fait ce qu'on appelle des back to the 80s. On est comme moi sur mon voilier, avec mon sextant, le cap magnétique, et on sait faire des choses. On a des bonnes centrales à inertie, quand même. Et on sait vraiment tout faire sans GPS. Relever les défis RH, je vais terminer mon propos, et puis si vous avez des questions, c'est bien notre pointe de diamant. Je pense que c'est pareil pour l'amiral, au BNPM. La RH, c'est pas quelque chose que c'est pas une incantation en disant tiens demain je vais embaucher 1000 personnes. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord il faut avoir des gens qui sont motivés, qui comprennent bien les enjeux. Et actuellement nos écoles tournent à plein, donc on recrute 3500 jeunes par an de qualité évidente. Certains d'entre eux, ils ont frappé à la porte et on a encore à les convaincre, donc il y a un temps probatoire, mais on y arrive. On a un taux de fidélisation qui progresse. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas quelquefois des gens qui se sont trompés de porte et on les oriente. Mais notre objectif, c'est bien la fidélisation parce qu'on met beaucoup de compétences et donc beaucoup d'argent du contribuable que vous êtes pour les former. Parce que former sur nos bateaux, c'est pas inné. On a des spécificités. Quand je me suis baladé dans l'école juste avant, j'ai vu des moteurs, j'ai vu tout ça, il faut apprendre, des tableaux électriques. Enfin, c'est pas quelque chose qu'ils voient quand ils jouent à la playbox chez eux ou je sais pas quoi. Donc il faut qu'ils apprennent tout ça, ils apprennent leur système de combat avec une logique, comme je vous l'ai dit, de résilience. Et les officiers, c'est pareil, les sous-officiers, ils apprennent le boulot des officiers et vice-versa, parce que peut-être qu'au combat, on verra des sous-officiers prendre la place des officiers et vice-versa. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale nous le montre bien. De la cohésion, ça c'est quelque chose aussi qui ne se décrète pas. C'est le travail de mes commandants en permanence de trouver la clé de la cohésion de leur équipage. Des forces morales, c'est toujours compliqué de les renforcer. Déjà, quelquefois, les
titillé. C'est assez. Chacun a des forces morales de manière inégale. Donc c'est un travail de tous les instants qu'on confie à nos cadres. Dans une société qui est quand même complètement gouvernée par des réseaux sociaux très puissants, par de l'information souvent biaisée, fausse. Donc c'est un vrai sujet qui est connexe de la formation, c'est-à-dire former nos marins à comprendre ce qu'ils font. Pas seulement je vais faire un truc bête comme opérateur, mais vraiment je comprends pourquoi je fais cette mission. Bien sûr de la valorisation, donc il faut les payer et il faut les faire progresser dans leur carrière. Et pour ceux d'entre eux qui nous quittent, qui trouvent une deuxième carrière, ça c'est évidemment un enjeu également pour qu'ils servent la marine d'une autre façon, comme réservistes, ou alors, j'ai des réservistes ici, ou alors dans la société civile dont on aura besoin. Comme vous le savez, un des projets de cette présidence, c'est le service militaire, donc volontaire. Donc à partir de là, c'est quand même, ça va être, je pense, un des grands enjeux des 2 prochaines années. Mais je ne suis pas un spécialiste. Je vous ai sorti un petit florilège pour terminer mon propos d'images de marins, prise du dernier déploiement du porte-avions pour montrer un tout petit peu la variété. L'amiral Vaujour qui était allé voir les bateaux en opération, lui il est basé à Paris mais souvent il s'oxygène, il vient souvent nous voir, il a commandé le Chevalier Paul. Des partenariats avec des bateaux étrangers, de mémoire je crois que c'était japonais, donc toujours un défi, de la mise en œuvre d'aviation petit calibre. Ils passent les fêtes à Noël, des fêtes de Noël en mer ou les fêtes du Nouvel An, souvent les deux, quelquefois, certains de nos bateaux. Un vrai enjeu également de lien avec les familles et puis de trouver un moment de cohésion. Des partenariats, des premières, on a mis par exemple 2 frégates à couple, ça c'était à Bali de mémoire. Des exercices sécurité en collaboration avec des Américains sur le porte-avions, parce que ça peut arriver qu'un bateau soit en mauvaise posture et on va aider le collègue. Voilà, partenariat avec nos collègues japonais, la barrière de la langue étant un vrai sujet. Et puis ensuite des cérémonies et forcément énormément de maintenance. Je vous ai mis quelques photos, des câbles qui, voilà, des brèches à certains moments, des bidouillages mode géotrouve-tout, des événements de mer, et on a tout réparé. Enfin, voilà, c'est la vie des bateaux et les marins de commerce, c'est pareil, hein, des câbles de l'usure. La mer, elle est intraitable pour nos systèmes. Et on répare. C'est bien l'agilité du temps court. Et puis maintenant, les transformations, je vais finir sur ce planche. On a des frégates de défense aérienne, des frégates de défense et d'intervention qui arrivent. La première, l'amiral Renard, est arrivée à Brest ce week-end. Les BRF, il y en a 2 actuellement à Toulon. Le bâtiment, c'est vraiment un changement. Les POM, je vous en ai parlé, il y en a 3 qui sont arrivés outre-mer, et les PH, il y en a 2 en construction. Et le SLAMEF, c'est la dronisation de la garde des mines. Et comme mon propos, un des propos pour terminer, c'était de parler du porte-avions nouvelle génération. Le porte-avions nouvelle génération, c'est un projet très avancé qui évidemment dépend de nos lois de programmation budgétaire. Comme vous le savez, nous sommes dans une situation politique difficile à gérer en ce moment. Donc c'est un objet qui est forcément regardé avec beaucoup d'attention. La marine, nous, on travaille d'arrache-pied avec toutes les équipes parce que le projet est largement avancé. On va passer en réalisation dans très peu de temps l'année prochaine. Donc, il y a déjà des pièces de ce bateau qui commencent à être construites, notamment le nucléaire. Vous avez d'excellents dossiers de presse sur le sujet, parce que là j'appuie sur un bouton, je peux vous parler 2 heures du bestiau, mais on va avoir une capacité sur ce bateau. Alors évidemment, dans mon rêve tous les jours, c'est d'en avoir 2, mais ça, c'est passé comme ça, c'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que ça serait une logique de permanence, mais actuellement il faudrait aussi des ressources humaines, évidemment, vous l'avez bien compris. Donc il y aura un porte-avions qui me semble déjà une très belle capacité, parce que je vous le rappelle, on travaille en coalition. En coalition, c'est très important, et les Anglais, les Américains. On aura des catapultes électromagnétiques, on aura un pont d'envol qui fait 150% de plus, on aura un groupe aérien dronisé et avion de chasse. Il y aura des capacités d'emport de munitions qui seront démultipliées. Et associé à ce bateau, avec le BRF, des nouvelles frégates et les frégates dont je vous ai parlé, moi je suis confiant dans la capacité de ces groupes à travailler vraiment en coalition.
Sachant que l'enjeu de ce bateau, c'est bien d'opérer de 2040 à 2080. Donc 2080, mais c'est bien notre enjeu actuellement avec les équipes de programme, d'être sûr que ce bateau sera suffisamment ouvert en architecture système, en architecture des communications, pour pouvoir subir les sauts technologiques, voilà, il y a 25 ans, qui auraient pensé l'iPhone 17, quoi. Vous voyez l'image que je veux passer. C'est clairement, la techno évolue très très vite, et il y a des briques qui sont mises dans ce bateau qui seront des réserves foncières ou technologiques qui nous permettront d'évoluer, je l'espère, avec beaucoup d'intelligence. Écoutez, j'ai terminé mon propos et je suis disponible pour vos questions.